Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, des avancées sur les malades de la drépanocytose, une lueur d'espoir pour beaucoup. Ce matin, l'Office du tourisme de Fort-de-France présentait la 17e édition des Boucans de la Baie. Alex Villenat, artiste peintre engagé pour la faune et la flore martiniquaise, expose actuellement à la bibliothèque Schellcher à Fort-de-France. Nous développerons ces titres dans le journal. Et notre invité ce soir nous parlera du séisme ressenti sur l'île la nuit dernière. Nous recevons Albéric Marcelin, président de l'Université populaire et de la prévention. Bonsoir Monsieur Marcelin. Oui, bonsoir Madame. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Merci. Et pour commencer cette édition en bref, Thierry Doll porte plainte contre l'État français et contre Areva. Un peu plus de 2 ans après sa libération, l'ex-otage martiniquais, enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2010, est revenu pour la première fois sur ses conditions de détention ce lundi matin dans les colonnes du quotidien Le Parisien. L'ex-otage a également confirmé avoir déposé 2 plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger visant l'entreprise Areva et l'État. L'homme, détenu pendant 1139 jours, souhaite connaître les raisons et les explications de son enlèvement et de sa libération. Et un sujet qui malheureusement concerne la santé d'environ 2000 Martiniquais. Une équipe médicale de l'hôpital Necker des enfants malades à Paris a présenté il y a quelques jours les résultats d'une étude très prometteuse pour les personnes atteintes de la drépanocytose. Affectant environ 50 millions de patients dans le monde, cette anémie falciforme se caractérise par des globules rouges en forme de fossiles. Cette anomalie entrave la circulation sanguine. Les résultats présentés la semaine dernière représentent peut-être une lueur d'espoir pour les malades souffrant de la drépanocytose. Génie Hippocrate a un enfant victime de cette maladie. Elle nous livre son ressenti au micro de Jean-Pierre Zabulon. Des globules rouges en bonne santé dans un vaisseau sanguin. Ils transportent l'oxygène dans un sens et le gaz carbonique dans l'autre grâce à l'hémoglobine qu'ils contiennent. Chez des patients atteints de drépanocytose, ils sont déformés car l'hémoglobine l'est aussi. Le seul traitement curatif actuel est la greffe de moelle osseuse. La thérapie génique pourrait venir s'y ajouter. En tout cas, je suis très contente de cette thérapie génique parce que c'est une thérapie génique. En fait, le patient n'est pas complètement guéri, il est en rémission puisqu'il faut attendre la guérison parce que ça fait à peu près 9 mois qu'il est en rémission. Donc ça ne veut pas dire qu'il est complètement guéri. Donc c'est un traitement à base d'une alternative à la greffe osseuse qui s'appelle la thérapie génique. Et c'est un médecin, un professeur, elle s'appelle Marina Cavazana, à l'hôpital Necker, qui a justement greffé, entre guillemets, ce petit patient. Madame Cavazana, je la connais depuis longtemps et je savais que le traitement était en cours. D'ailleurs, j'ai déjeuné avec elle l'année dernière, le jour de la journée mondiale de la drépanocytose. Elle m'a fait justement visiter cet institut Imagine dans lequel on procédait à ce traitement. Et donc, effectivement, cette femme, elle a été déterminée, parce que moi je l'ai vue, j'ai déjeuné avec elle, elle était déterminée et à tout prix, elle me disait, pour elle, c'est la thérapie génique qui est à l'heure du temps. Aujourd'hui, c'est une alternative à la greffe pour ces personnes malades qui n'ont pas de donneur dans la fratrie. Donc c'est un traitement qu'on fait à base d'une cellule, c'est un peu technique, une souche de la moelle osseuse du patient. Et on va évidemment introduire un vecteur viral dans le gène qui était pris, pour pouvoir le corriger. Donc je suis vraiment contente et on espère que ça va porter des fruits pour l'avenir et que tous les malades drépanocytaires vont guérir un jour. Si ces premiers résultats étaient confirmés, la thérapie génétique pourrait faire partie des traitements proposés contre la drépanocytose, notamment en remplacement de la greffe de moelle osseuse pour des patients ne bénéficiant pas d'un donneur compatible. Leur qualité et leur espérance de vie s'en trouveraient considérablement améliorées. Et en cette période de fin d'année, une manifestation est attendue par les Foyalais et un bon nombre de Martiniquais. La 17e édition des Boucans de la Baie aura lieu le mercredi 30 décembre à Fort-de-France. Ce matin, l'Office du tourisme de la ville présentait le programme lors d'une conférence de presse au Squatch Hotel. Un reportage de Manuela Montlouis.
Vous serez près de 35 000 personnes à participer au boucan de la baie de Fort-de-France. L'Office de tourisme de la ville-capitale, qui organise cette manifestation, a tenu une conférence de presse ce matin pour présenter les temps forts de cette 17e édition. En effet, même avec un budget en baisse, les organisateurs ont prévu un spectacle pyrotechnique de haute volée, ainsi que des actions culturelles avec l'ouverture de musées ou encore le live de la Perfecta. C'est une très grosse machine, les boucans de la baie, qui mettent vraiment en branle beaucoup de monde, beaucoup d'institutions. Les boucans de la baie commencent depuis samedi avec autour du grand marché la dégustation des saveurs boucanées autour de la viande et du poisson, mais ce sera surtout le 30 toute la journée, enfin dès le début de l'après-midi, où nous avons des partenaires qui se sont associés, des associations de la ville qui vont proposer des jeux pour les enfants, des jeux gonflables. La ville de Fort-de-France propose aussi avec Ciné Roulé la projection d'un film, et puis ensuite vous avez le feu à 20h30, un feu qui va durer 20 minutes sur le thème de la paix avec un programme musical extrêmement intéressant pour terminer cette année dans la sérénité et dans la joie. Et ensuite, le feu musical avec la Perfecta. Sont donc associés beaucoup de personnes pour garantir une sécurité et une fête paisible en famille, dans la convivialité, ainsi que des services de l'État pour ce qui est de la sécurité en mer et la sécurité autour du feu et au Fort Saint-Louis. En tous les cas, je souhaite que beaucoup de Foyalais et de Martiniquais viennent participer à cette fête qui nous rassemble et qui nous permettent de passer la nouvelle année dans la joie. Les boucans de la baie 2015 se présentent donc comme aussi réussis que les éditions précédentes. Et Noël est aussi une période où les actions d'aide et de solidarité trouvent de la résonance. Comme chaque week-end, le Centre du Réveil Chrétien Caraïbe a distribué près de 500 repas aux plus démunis. William Zali les a rencontrés. Le CRC Action Sociale et Humanitaire, qui a pour vocation d'œuvrer pour les plus démunis et nécessiteux, remettait comme chaque samedi des repas à l'espace 90 situé à Fort-de-France. Des repas pour ceux qui sont dans le besoin. Un samedi pas comme les autres, c'était celui du lendemain du réveillon de Noël. Le directeur de cette association, Mathieu Louison, nous laissait entendre qu'ils avaient beaucoup plus qu'un simple repas. C'est plus qu'un repas que nous donnons, c'est plus qu'une main tendue. C'est vraiment de nous-mêmes que nous donnons, c'est notre cœur que nous leur donnons. Nous leur donnons de l'espoir, oui, qu'au-delà de leurs difficultés, il y a une vie meilleure qui les attend. Et que nous sommes là pour les maintenir, pour les soutenir, pour les accompagner en tout cas. Ils me considèrent comme un grand frère, comme quelqu'un qui est passé par des chemins qui sont encore confrontés et qui sont plus sensibles de les comprendre. Puisque nombreux parmi eux, j'ai filmé avec eux. Donc à leurs yeux, ils trouvent crédible que je puisse leur parler comme un grand frère. Parce que ce n'est pas toujours évident d'aller dans la rue, de donner conseil à quelqu'un qui est encore sous des addictions et qui est confronté à leur propre réalité, là, leur vie en fait naufrage. Donc ce qu'ils attendent, c'est que je sois toujours là à les encourager, à croire qu'il y a un meilleur lendemain, à croire que tout n'est pas fini, que leur vie ne fait que commencer. Puisque beaucoup par rapport à leur vie, ils croient que leur vie c'est fini. Là, c'est anéanti. Alors par les exemples, par mon témoignage, j'apporte certaines solutions pour dire que le courage doit exister. Ne baisse pas les bras, que tu n'es pas le seul dans cette situation. Il y a même du changement pour certains. Aujourd'hui, je vois un grand changement et l'homme, et je compte continuer comme ça et aussi de porter ma contribution aux autres aussi. Une bonne année 2016, que l'année 2016 qui portait autres joie, bonheur et prospérité. Le CRC, Action Sociale et Humanitaire, distribue plus de 500 repas chaque week-end. Et dans ce même état d'esprit d'entraide et de solidarité, une histoire qui pourrait sans doute faire penser à un beau conte de Noël. Le soir du réveillon du 24 décembre, un restaurateur de Rivière-Salée a distribué gratuitement des pizzas dans les rues de Fort-de-France et du Lamentin. Ce qui est parti d'un challenge entre amis est devenu une soirée agréable pour les sans-abri qui ont croisé son chemin. Le responsable de la pizzeria à ta guise a finalement distribué 50 pizzas. Il envisage de renouveler l'expérience le 31 décembre au soir. Il a filmé son action. Regardez. Voici à Port-de-France. Avec Thierry, comment tu t'appelles?
Yves, Tom mon poteau, et James, comment tu dis? Calagan Gordon, troisième du Nord. Ok, très bien. Eh bien, prochain. Eh bien, regarde, on a le plaisir de te faire une pizza, mon frère, pour le 24 décembre. Okay, je vous remercie beaucoup. Tous les meilleurs vœux de bonheur, mon ami, pour cette fin d'année, mon frère. Il n'y a pas de problème. En espérant que 2016 sera favorable pour toi, mon frère. Ah oui, oui. Et un peu de culture maintenant. Il vous reste quelques jours pour visiter l'exposition de l'artiste peintre Alex Vilna. La bibliothèque Schellcher à Fort-de-France présente ses œuvres jusqu'au 31 décembre. William Zali a rencontré cet artiste engagé pour la faune et la flore martiniquaise. Jusqu'au 31 décembre, il est encore possible de voir à la bibliothèque Schellcher l'exposition d'un artiste peintre bien de chez nous, Alex Vilna. 25 œuvres qui ont pour thème la tradition martiniquaise. Alex Vilna, artiste autodidacte, ressent très vite le besoin d'être guidé dans ses œuvres et de maîtriser les différentes techniques expressives de peinture. Sensible à la beauté des paysages de son île, l'artiste tourne son art vers la peinture en plein air. Alex Vilna, peintre engagé pour la défense de la faune et de la flore martiniquaise, il capte par son regard artistique les couleurs et lumières si particulières et uniques à la Martinique. Le dessin qui m'a interpellé, en temps de ma jeunesse, je faisais des croquis, énormément de croquis avec un jeune frère à moi. Un jour, j'ai vu une émission sur Monet, Pissarro, Van Gogh. Je me suis dit, eh bien voilà, c'est ce que je veux faire. C'est être dans la nature peintre. Et de là, la couleur m'a envahi. Et la tradition martiniquaise, c'est, bon, je vais dire que c'est juste un titre. Hein. Parce que bon, c'est vrai que dans l'ancien temps, il y avait les lavandières, il y avait le marché, il y avait pas mal de choses en Martinique. Maintenant, il n'y en a plus parce que la modernisation permet que, voilà, que les choses avancent. Je prends des images à droite à gauche pour pouvoir réaliser un tableau qui me tient à cœur. Donc sinon, c'est pas facile de rencontrer des modèles pour poser. Chaque fois qu'on peint, on a des émotions. On se rappelle de la jeunesse. Donc, qu'on courait et après les roues, par exemple, ou aller se laver à la rivière, ou même aller jouer. Donc, ce qui fait qu'on a toujours des émotions lorsqu'on peint. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Albéric Marcelin. Donc la terre a tremblé la nuit dernière en Martinique. Il était 2h55 du matin quand l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique a enregistré un séisme de magnitude de 5,5 sur l'échelle de Richter. L'épicentre a été localisé à 12 km au sud-ouest de Bellefontaine, à 157 km de profondeur. Le séisme a pourtant été bien ressenti. Le 12 janvier 2010, un terrible séisme de magnitude 7 à 7,3 ravageait Haïti et tuait plus de 450 000 Haïtiens. Le territoire caribéen est-il propice au séisme, Monsieur Marcelin? Écoutez, tout le monde sait que le 6e continent, tel que Cali l'avait indiqué, est très exposé au risque sismique, puisque nous sommes à la frontière de deux plaques, la plaque Caraïbe et la plaque Amérique. Et que l'on veuille ou non, de Cuba, Jamaïque jusqu'à Trinidad, toute la Caraïbe est concernée par la problématique du risque sismique. Et il n'y a pas d'îles plus concernées que d'autres dans la Caraïbe? Non, je veux dire que, du Venezuela jusqu'à la Jamaïque, on sait bien que dans toute l'histoire, quand on a regardé un peu les choses dans le détail, il y a eu le séisme du 8 mai 1842 en Haïti, le 11 janvier 1839 en Martinique, le 8 février 1843 en Guadeloupe, le 12 janvier 2010 en Haïti, Donc toute la Caraïbe est concernée par cette problématique-là. Et quand un fort séisme arrive-t-il brutalement ou y a-t-il des étapes progressives dans l'apparition du séisme ou de la catastrophe? Vous avez deux catégories de séismes. Vous avez les séismes intraplaques, comme celui de hier soir, ou encore les séismes de subduction, c'est-à-dire là où frottent les deux plaques, au large de la Caravelle. Alors il y a d'abord l'émission de ce qu'on appelle des zones P, donc ce sont des zones primaires, qui vont onduler un peu, et puis après vous avez les zones S, qui sont des zones de cisaillement, et c'est en fait les deuxièmes catégories d'ondes qui font que les gens ressentent les vibrations sismiques. D'accord. Et nous entendons parfois parler de répliques suite à un séisme, parfois souvent d'ailleurs. Doit-on s'attendre à ce qu'il y ait encore des répliques par rapport au séisme d'hier à partir de maintenant, ici en Martinique? Oui, forcément, il y aura des répliques, parce que, si je prends un exemple,
celui du séisme du 21 novembre 2004 à 7h41, donc au sein en Guadeloupe, les appareils de l'Observatoire de Guadeloupe ont observé jusqu'à 22 000 répliques sur les 3 ans qui ont suivi. Donc ça veut dire que il faut faire attention aussi aux répliques parce que en Haïti, après la grosse secousse, la détonation du 12 janvier 2010, les répliques ont fait quand même beaucoup de dommages et des habitations par exemple qui étaient déjà fragilisées par la secousse nominale ont été purement et simplement au sol à l'occasion des répliques. Mais alors, parlons prévention maintenant. Quels sont les bons gestes, les bons réflexes à avoir? Écoutez, la première des choses, c'est là. Il faut que les Martiniquais prennent conscience d'une chose, c'est que nous sommes dans un territoire, la Martinique, très exposé au risque sismique et que nous avons déjà donné, le 11 janvier 1839, un vendredi matin à 5h55, 9 ans avant l'abolition de l'esclavage, la Martinique a vibré, ils appelaient ça une commotion à l'époque, et nous avons eu 4000 personnes qui sont restées sur le carreau à Foyal, donc c'est l'ancêtre de Fort-de-France. Bien. Nous avons eu un rappel à l'ordre le 29 novembre 2007, les Martiniquais s'en souviennent, il y a eu 4 morts, il y a eu un certain nombre de bâtiments fragilisés, notamment des écoles, des commerces, etc. Et puis, en cette année 2015, quand même, on a été servi. Je veux dire que le 16 juillet, dans la même journée, à 7h01, il y a eu un séisme. À 11h16, il y a eu un séisme. On a remis ça le 1er octobre de cette année 2015, à 14h31. Il y a eu un séisme de magnitude 5,4 à peu près, qui a emporté une Martiniquaise de 75 ans par crise cardiaque au François. Bon. Donc nous savons que nous sommes dans un territoire exposé. Donc le premier travail, d'après nous, c'est celui de la prise de conscience. Et nous voulons, au niveau de l'Université populaire de la prévention, que les Martiniquais soient conscients de ce risque-là, comme le sont les gens du côté de San Andreas, aux États-Unis, comme le sont les gens au Chili, en Nouvelle-Zélande, au Japon et ailleurs. Bon. Donc c'est d'abord une question de prise de conscience. Alors, je prends un bel exemple pour montrer comme on n'a pas été bon hier soir à 3h du matin. Normalement, il aurait fallu que l'ensemble des habitations soient évacuées. Parce que c'était quand même, qu'on le veuille ou non, à 5,6 à peu près, un micro-séisme par rapport à 8,5. Oui, donc ça veut dire que ça aurait pu être un séisme précurseur, annonciateur d'un plus gros. Donc vous avez déjà la chance d'être éveillé et vous restez dans les habitations sachant qu'on peut avoir un risque potentiel d'avoir une forte secousse. Donc dans un certain nombre de pays, ça ne se passe pas comme ça. Et il faut que mes compatriotes martiniquais et nos visiteurs le sachent. Un micro-séisme, que ce soit la journée dans les entreprises ou encore dans les habitations chez soi, au niveau de la Martinique, il faut évacuer et rester 45 minutes dehors avant de réintégrer les bâtiments. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, il faut aussi que les gens acceptent au moins une fois d'appliquer les consignes de la protection civile qui datent de 1982, à savoir, dans les chambres, fixer les armoires et les objets lourds. Depuis 1982, la préfecture demande ça, et bien les gens s'en foutent royalement. Parce que les gens n'ont pas compris que quand vous dormez et que vous avez un séisme violent, je ne parle pas des micro-séismes tels que celui de ce matin par exemple, et que vous avez une armoire qui commence à dodeliner, et quand l'armoire va chuter sur le lit, eh bien il y aura une personne décédée peut-être, une personne blessée, une personne choquée, etc. Donc ça fera du boulot en plus pour les secouristes, les militaires, les urgentistes, etc. Donc voilà un exemple extrêmement précis sur lequel il faut qu'on travaille. Et je veux aussi rappeler que 80% des tsunamis sont d'origine sismique. Donc là encore, je veux lancer un appel aux nouveaux élus qui sont à la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, pour que, enfin, sur l'alerte descendante, nous soyons en mesure, collectivement en Martinique, et notamment avec les mairies, de pouvoir informer la population le soir de ce que, après un séisme violent, il pourrait y avoir un tsunami, faire retentir les sirènes pour qu'on puisse évacuer les populations, mais singulièrement parce que ce serait important que les populations fassent des exercices en famille, dans les entreprises, sur le littoral, par rapport à ce risque-là. Donc vous voyez que c'est un chantier énorme. Bon, nous avons eu 7400 personnes qui ont participé pendant au moins 2 heures sur l'année 2015 aux différentes conférences que nous avons tenues. On tient à les remercier, mais on demande singulièrement à ces personnes-là, tout ce qu'on vous a dit, faites au moins
50%. OK? Là, dans les mois qui viennent. C'est extrêmement important, il n'y en a pas le choix. Et puis, c'est important aussi pour les gens de savoir que sur la question du secourisme, on n'est pas très bon au niveau de la Martinique. Oui. Nous avons réalisé une enquête sur un panel de 412 personnes âgées de 35 à 60 ans en Martinique. Et bien, seulement 20% ont un kit de survie. Seulement 28% ont une formation de secouriste. Donc vous voyez que le travail qu'il nous reste à faire est énorme. Alors, je voulais rappeler quand même aux gens, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent ce soir, qu'il est bon de placer un bidon de 5 litres d'eau dans chaque pièce chez soi par rapport au risque sismique. Oui. Là où vous êtes coincé, si vous avez de l'eau pendant 4 jours, super, les secouristes vont vous trouver, même si vous n'avez rien à manger. Donc il faut que les gens commencent à réfléchir là-dessus et à mettre en place cette affaire-là. Et puis, ce qui est important aussi de dire aux gens, alors pour l'instant, depuis le 11 janvier 1839, on a ressenti en Martinique, puisque c'était une magnitude 8 en 1839, qui avait emporté 4000 de nos ancêtres. Bien. Eh bien, il faut que les gens comprennent que le travail que nous faisons au niveau de l'Université populaire de la prévention, c'est surtout par rapport à l'occurrence d'un séisme violent, d'une magnitude comprise entre 7,5 et 8,5. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas se déplacer plus de 2,50 m. Et il faut que les gens commencent à intégrer ça. Alors il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont courir. C'est pas vrai, ils vont chuter, ils vont se faire écraser par un certain nombre de choses, etc. Donc il faut commencer schématiquement, là, psychologiquement, à travailler sur cet aspect des choses pour organiser sa sécurité dans les habitations, dans les entreprises, autour de 2,50 m. C'est extrêmement important. C'est avant tout une prise de conscience générale. Oui, alors le problème, c'est que là, nous avons eu un rappel à l'ordre, là, encore ce matin. Bon, alors est-ce qu'il nous faudra une démonstration par l'exemple pour que les Martiniquais comprennent? Alors nous, on ne souhaite pas ça. Et en même temps, les scientifiques sont formels. Un jour ou l'autre, on aura un séisme de magnitude élevée au niveau de la Martinique. Le propos n'est pas de faire peur. Alors, j'en profite quand même pour dire qu'aux États-Unis, du côté de San Francisco, les gens ont peur des séismes. Et c'est humainement recevable. Mais ça n'interdit pas aux gens de faire de la prévention, de s'organiser, de mettre en place un certain nombre de choses. Et c'est le cas aussi au Japon, en Nouvelle-Zélande et dans un certain nombre de pays comme le Chili. Donc moi je demande à mes compatriotes martiniquais, encore une fois, ne prenez pas ce risque-là à la légère, mettez en place des choses, formez vos secouristes, mettez en place des kits de survie, fixez les armoires dans les chambres, éduquez vos enfants à la problématique du risque sismique, etc. Et puis faites des exercices dans les quartiers, dans le voisinage, dans les entreprises, un peu partout. D'ailleurs, c'est une recommandation du ministère de l'Environnement. Merci beaucoup Albéric Marcelin d'être venu sur notre plateau. Pour votre accueil. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Passez une excellente soirée sur Zouk TV. À demain.